Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir pour ce webinaire sur le SNOP comme outil de transformation. Valtus est ravi de vous accueillir. Pour parler de ce sujet, nous avons choisi bien entendu deux experts du SNOP, mais deux experts qui sont également très complémentaires. Donc Alain a une carrière à la fois opérationnelle dans la logistique et la supply chain, et aujourd'hui il dirige Value Games, une société de conseil spécialisée sur le SNOP. Et Pierre est un expert opérationnel du SNOP, mais également du marketing. Il a commencé sa carrière dans le marketing, qui donne un angle très business à son parcours et qui donnera également un angle très business à cette présentation. Voilà, donc nous aurons trois parties dans cette présentation. Donc une partie un peu plus méthodique, méthodo et théorique, et une partie qui permettra de décrire le cas de Bell. Et on terminera ensuite par une session de questions-réponses. Donc vous aurez le loisir de poser vos questions dans le chat, et je les relayerai pour les deux intervenants, Pierre et Alain. Voilà. Avant de démarrer, nous allons vous faire un sondage. Alors, pardonnez-moi, la présentation ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? J'ai pas la main sur la presse. Voilà, nous allons commencer par un sondage. Donc, vous avez 30 secondes, 45 secondes pour répondre à cette question. Donc, selon vous, le niveau de maturité de votre SNOP, entité ou groupe, était-il prêt à faire face aux bouleversements liés au Covid-19 ou à la Covid-19? Très bien. Donc, nous regarderons les résultats à la fin de la présentation. Je passe la parole à Alain pour la première partie de ce webinaire. Je n'arrive toujours pas à passer les pages. Alain, à toi. Oui, merci. Bonjour à tous. Peut-être quelques éléments en ce qui me concerne, parce que donc 35 ans d'expérience en supply chain, dont 25 ans en pratique du SNOP dans le monde entier, en particulier très récemment avec Pierre pour le groupe Bell. Et en fait, on attribue à un maître lean de Toyota, donc ce que les Japonais appellent un sensei, cette citation: il m'a fallu 10 ans pour apprendre le plan, le P, encore 10 ans pour apprendre le D, le do, encore 10 ans pour apprendre le C, le check, et encore 10 ans pour apprendre le A, le act. Et je crois qu'au bout de 40 ans, j'ai enfin compris ce qu'était le PDCA. Et connaissant la culture japonaise, en tout cas celle de Toyota, ça n'est pas une plaisanterie. Et en ce qui me concerne, je crois qu'au bout de 25 ans, j'ai enfin compris ce qu'était le SNOP. Et c'est un peu ça que j'essaierai de vous faire, de partager avec vous. C'est que le SNOP s'appuie sur des principes finalement
relativement simple, mais en même temps, c'est extrêmement difficile en réalité de réussir un SNOP, la mise en place d'un SNOP. Et j'essaierai non pas de vous donner les recettes de cuisine en fait, mais plutôt quelques clés de lecture. Et le fil conducteur finalement de ma présentation, ça va être ce que j'appelle la singularité. Et donc la singularité, c'est finalement l'idée que pour réussir votre SNOP, il faut faire du cousu humain. Et pour faire du cousu humain, il ne s'agit pas de réinventer l'eau chaude en permanence, il s'agit de trouver finalement la bonne alchimie entre une forme d'universalité, donc ce qu'on appelle les standards, et une forme de particularité, donc la reconnaissance finalement du terrain. Et le secret est là, c'est de trouver ce juste dosage. Alors, quelques éléments par rapport à ça. Donc là, cette fois-ci, universel. Quelles que soient les entreprises, vous allez retrouver toujours 4 activités majeures. Comprendre l'environnement, donc les concurrents, le marché, les consommateurs, les clients. Concevoir des nouveaux produits et des services, les produire et les vendre. Et toute entreprise, à un moment donné, va être confrontée à des tensions entre des éléments de croissance, chiffre d'affaires, cash, profit, service, vitesse, que vous connaissez tous bien. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut dire du SNOP sur le slide suivant? C'est que le SNOP est finalement la clé pour relier ces 4 activités de façon compétitive. Et j'insiste sur le mot compétitif parce que, en fait, je travaille avec tous les types d'industries et chaque industrie m'explique qu'ils sont uniques. Donc, prenons là sur notre image un industriel de la boîte de conserve de légumes. Eh bien, à juste titre, un industriel de la boîte de conserve de légumes va vous dire « Ouais, mais le SNOP dont vous nous parlez, mettons pour un fabricant de yaourts, ça n'a rien à voir chez nous. » Et ils ont raison. On va pas gérer un SNOP de la même façon pour un fabricant de conserve de légumes que pour un fabricant de yaourt. Donc, certes, il va y avoir des éléments en commun, ce que j'ai appelé les standards, mais le plus important finalement, c'est de reconnaître cette particularité de cette industrie qui est encore une fois très très spéciale, qui pose des contraintes que vous imaginez, et de réussir à capturer cette donnée, ces contraintes, pour pouvoir obtenir un avantage concurrentiel par rapport à l'autre fabricant de conserve de légumes. Donc c'est un peu ça que je vais essayer de vous montrer maintenant au travers de quelques éléments. Alors le premier élément, c'est de considérer que le SNOP a été inventé, on va dire, par la fonction supply chain, à vrai dire avant même qu'elle s'appelle elle-même supply chain, puisque le mot supply chain en fait date de 1982, mais en réalité il est apparu dans les entreprises plutôt au début des années 90. Donc comme vous le savez, on appelait ça avant la logistique. Et comme c'est un processus qui est né en logistique, dans beaucoup d'entreprises, on retrouve le SNOP comme en réalité un projet supply chain aujourd'hui. Et c'est clairement une des raisons d'échec de beaucoup de projets SNOP, c'est qu'ils sont finalement perçus par les autres fonctions comme l'objet de la supply chain. Et comme aujourd'hui l'enjeu du SNOP se passe clairement au niveau du comité de direction, de la direction générale, et bien entendu en particulier au niveau des fonctions de croissance, donc marketing et vente, le premier élément, facteur clé de succès à comprendre, c'est d'en faire un projet d'entreprise. Et quand un directeur général finalement ne s'engage pas dans son SNOP, il ne peut pas gagner son SNOP, il ne peut pas le réussir. Parce qu'il doit comprendre en fait qu'il n'est pas
dans le siège du passager, mais il est bien dans le siège du conducteur avec un copilote qui est soit les opérations, soit la supply chain. Donc, premier élément à bien comprendre, c'est un projet d'entreprise. Ensuite, là, on est vraiment dans, je dirais, qu'est-ce que c'est finalement que ce SNOP? Sa structure a évolué, mais aujourd'hui, on va retrouver, là, du coup, à peu près partout, un processus en 5 étapes qui va reprendre les éléments que j'ai cités précédemment, c'est-à-dire d'abord construire la croissance. Pierre vous en dira plusieurs éléments parce que le groupe Bell a vraiment réussi cette partie-là, donc dite Drive the Growth. Donc, c'est alimenter la croissance par des nouveaux produits, nouvelles technologies, nouveaux services, nouvelles distributions, pour renforcer le plan de la demande. Et l'idée du SNOP, c'est finalement de passer à un mode prédictif, donc prévoir des ventes, à finalement faire un plan de la demande qui est solide. Et plus la partie 1 est solide, plus votre plan de la demande sera solide. Donc, bien comprendre, ce que Pierre vous détaillera, cette liaison. Après, sur la partie dite 3, dite supply, évidemment énormément de choses à dire, mais si j'avais un seul message, c'est de passer d'une logique d'apporteur de problèmes, donc j'ai un problème de capacité, à une logique d'apporteur de solutions. Donc ça veut dire effectivement, quel que soit finalement le coût que cela représente, on va apporter au SNOP un certain nombre de solutions, probablement plus chères par rapport au plan opération, mais c'est bien à la direction générale, au comité de direction, de statuer par rapport à ça. L'étape 4, c'est une étape, bien entendu, d'intégration, mais ce qu'il faut en retenir, en tout cas dans la nouvelle philosophie du SNOP, c'est que c'est plutôt bien, finalement, que 1, 2 et 3 ne soient pas alignés. L'idée qui est derrière ça, c'est que derrière un conflit, pas de personnes, mais un conflit d'intérêts, peut jaillir de nouvelles idées. Donc moi, j'encourage souvent effectivement mes clients à créer une forme de tension, une forme de friction dans cette étape pour quand même arriver à une synthèse. En étape 5, qui est l'étape du comité de direction, et cette jonction est capitale. Pourquoi? Parce que si vous apportez à l'étape 5 des problèmes, en fait, qui ont été non finalisés, naturellement, le comité de direction ne peut avoir que 2 comportements. Le premier comportement mauvais, c'est d'essayer de résoudre le problème dans la réunion. Donc, chacun essaie d'arriver avec sa solution. En général, ça donne de mauvais résultats. Soit tout simplement de dire, bon, OK, vous m'apportez un problème, mettez-vous au travail et revenez la semaine prochaine avec une solution. Donc, il y a un peu cette idée dans l'étape 4 de s'obliger à apporter des solutions. Et dans le monde d'aujourd'hui, ces solutions tournent souvent autour de scénarios. Mais l'idée générale, quand même, c'est de prendre des décisions. Ce qui manque souvent à beaucoup de SNOP. Je me rappelle, il y a très très longtemps en Russie, un fabricant de biscuits, et je demande à la directrice industrielle qu'est-ce qu'elle a pensé du SNOP. Elle m'a dit, mais c'est une catastrophe totale. Pourquoi? On n'a pris aucune décision. Donc en fait, c'était une réunion purement d'information. Et quand on connaît la culture russe, qui est une culture quand même assez verticale, si vous ne prenez pas de décision dans SNOP, le SNOP sera mauvais et ça vaut, à vrai dire, pour beaucoup de cultures. Donc, quelques éléments basiques structurels sur ce SNOP sur lequel reviendra Pierre. Ensuite, quels sont les finalement facteurs clés de succès? Quand vous les lisez, en fait, comme moi, vous voyez finalement un certain nombre d'éléments de bon sens, du genre parler un langage business plutôt qu'un langage supply chain opération, nécessité d'engager le top management, parler volume et valeur. Donc tout ça, ça paraît des banalités. Il n'empêche que quand on regarde les faits, on sait qu'un projet SNOP sur 2 échoue.
et il échoue au sens qu'il ne répond pas aux attentes de la direction générale. Quand on interroge les planificateurs, qui connaissent un peu les détails, 60% vont vous déclarer qu'ils ont des problèmes de données. Donc, vous connaissez l'expression garbage in, garbage out. Après, quand on regarde le panorama des SNOP, en fait, 70% utilisent encore le SNOP à des fins dites opérationnelles. Donc, typiquement, faire un équilibre entre la demande et les approvisionnements. Et après, quand on regarde ce qui pourrait être le Graal du SNOP, qui est finalement de déployer le plan stratégique de l'entreprise, eh bien, sur les 100 qui entreprennent le voyage, on va en retrouver simplement 5% qui utilisent leur SNOP comme moyen de déployer la stratégie de l'entreprise. Alors, vous le verrez avec le témoignage de Pierre, Bell est dans ces 5%. Mais après, quand on regarde de façon séparée les entreprises, environ une entreprise sur deux réalise son plan stratégique. Et c'est un phénomène qui a été étudié en particulier par la Harvard Business Review, ce qu'ils appellent la tyrannie du tangible. Et la tyrannie du tangible, c'est que quand on met en place un SNOP, on va se concentrer sur la mise en place des process et des outils, et on oublie en fait l'essentiel dans un SNOP qui est un moyen de transformation des entreprises, qui sont les hommes. Donc, d'où moi, ma règle générale que j'utilise en SNOP, de dire c'est 80% une affaire d'hommes, de people, et simplement à 20% une affaire de process et d'outils. Alors, après, donc, quand on regarde effectivement pourquoi ce phénomène s'est passé, en fait, il faut comprendre l'évolution du SNOP, donc qui lui est né finalement juste après la supply chain, en 84, et il est né, comme je l'ai dit précédemment, dans les opérations, dans une logique d'évolution finalement de la planification industrielle type MRP, PDP. Donc au départ, en fait, l'ADN du SNOP était franchement teinté opération. Après, dans les années 90, les leaders ont compris en fait qu'en financiarisant ce processus très industriel, on pouvait assez rapidement rentrer dans une logique budgétaire. Et cette logique budgétaire, pour les meilleurs d'entre eux, citons quand même une entreprise comme Mars. Pourquoi? Parce que Mars a mis en place son SNOP il y a 25 ans. Et celui qui allait devenir le directeur financier du groupe Mars était parmi, je dirais, ses pionniers. Et lorsqu'il est devenu directeur financier du groupe Mars, une de ses premières décisions a été de supprimer l'exercice budgétaire. Donc, chacun sait que l'exercice budgétaire est toujours un exercice qui prend énormément de temps, qui consomme énormément de ressources. La vision de Mars était de dire, parlons plutôt de financial shape, donc une approche on va dire, assez grossière, on va dire, des chiffres financiers, pour pouvoir réaliser le plan au travers du SNOP. Ce qui a amené dans les années 2000 une approche où finalement, puisqu'on parle d'opération, puisqu'on parle de budget, ce qui compte finalement, c'est l'alignement entre les fonctions. Et tous autour de la table, vous connaissez les problématiques dites de silos fonctionnels. Donc ça a été un peu craqué dans le SNOP dans les années 2000 pour avoir ces 5%, ces fameux 5% dont je parlais tout à l'heure, qui étaient de dire, eh bien, une fois qu'on a acquis la maîtrise des opérations, la maîtrise budgétaire, la maîtrise de l'alignement entre les fonctions, on peut cette fois-ci utiliser le SNOP pour accélérer, en quelque sorte, en particulier avec l'agilité. Et l'exemple que j'ai en tête, qui, de mon point de vue, a été remarquable en termes de réussite, c'est ce qui est devenu le projet GPS de Danone. Danone, aujourd'hui, ne parle plus, n'utilise plus le terme SNOP. Le groupe parle de GPS, et dans GPS, il y a bien cette idée de GPS de voiture ou GPS de bateau, donc GPS de business,
et donc introduire cette notion d'agilité, de vitesse dans le pilotage du business, qui est crucial, on le comprend bien, encore plus crucial avec l'environnement dans lequel on vit. Et donc c'est ce niveau-là qui permet d'ouvrir la porte du déploiement de la stratégie. Donc ce que l'on voit finalement, c'est que c'est une évolution sur 40 ans, mais bien entendu, maintenant, pour chaque entreprise qui démarre son voyage SNOP, ben, c'est comment j'entreprends ce voyage sans y passer 40 ans. Bon, alors, peut-être pour résumer mon discours, c'est évidemment en anglais people over process. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, en fait, lorsque vous démarrez votre voyage SNOP, vous ne pouvez pas simplement clamer il faut changer les comportements, il faut faire du change, parce que ça, ce sont des incantations. Donc, par rapport à ça, les process et les outils apportent, on va dire, une structuration de votre SNOP. Mais si on parle vraiment de performance, donc performance business en particulier, eh bien, plus vous avancez dans le temps, et je salue d'ailleurs Vincent Maurice, qui je crois est parmi nous, parce que quand Vincent Maurice était le patron des opérations de la division Baby Food du groupe Danone, il a été le premier à me dire, mais je vois un parallèle extrêmement fort finalement entre le Lean et le SNOP. Et il avait tout à fait raison, parce que prenez tous les composants du Lean finalement, mettons responsabilité, mesure de la performance, process clair, évidemment empowerment, ce genre d'éléments. Vous prenez tous les composants du Lean et vous pouvez les appliquer à 100% au SNOP. Et quand on maîtrise le Lean, on sait finalement que le vrai Lean consiste à l'empowerment de l'ouvrier. Et bien, de la même façon, je dirais que le SNOP, son secret, en suivant ce voyage que vous voyez sur ce schéma, un voyage principalement basé finalement sur l'apprentissage expérientiel, donc expérience, observation, concept, expérimentation, permet au départ de structurer la conversation par des process et des outils, mais avec le temps, de progressivement augmenter, je dirais, la part de voix, la part de focus sur les compétences et les comportements. Donc voilà un peu les quelques éléments, je dirais, pas théoriques, mais en tout cas conceptuels, que je voulais partager avec vous avant que Pierre nous explique comment tout cela finalement a été mis en musique avec succès chez Bell. Merci Alain, on aura l'occasion de revenir peut-être dans des questions via le chat en fin de présentation. Merci Alain. Donc oui, nous allons voir comment Bell a un SNOP qui fonctionne parce qu'il a les outils, les process, les compétences et les comportements. Donc commençons par la présentation rapide du groupe Bell, que vous connaissez certainement par ses marques emblématiques, qui sont la vache qui rit, Mini Babybel, l'Ardhammer, mais également Pompot, des compotes en gourde. Donc je vous laisse découvrir les chiffres de ce groupe international de plus de 150 ans, présent sur les 5 continents et qui est le leader du fromage en portions. Donc passons maintenant au contexte de 2016, qui est celui d'un constat. Donc un groupe Bell ambitieux qui vient d'opérer une première étape de transformation avec l'acquisition de Mom, c'est materne, c'est Pompot, lui permettant de s'étendre au snacking fruits, mais qui fait face à un déficit de croissance, à des inefficacités dans le pilotage opérationnel, prévision de vente par exemple. Il y a une culture qui n'est pas assez orientée valeur et solutions pour combler les écarts de résultats. Ce sont des années où le passé était analysé très en détail, au contraire du reste à faire et du futur. Donc, en conséquence, un COMEX qui n'a pas la visibilité, la compréhension et les recommandations lui permettant d'anticiper et de décider et d'arbitrer. Il n'y a pas de SNOP et ses vertus lui font grand défaut. Et c'est l'arrivée progressive de nouveaux dirigeants qui va initier le projet SNOP de Bell. Donc, comme vous le voyez,
installer un SNOP performant chez Bell a demandé plusieurs années. Donc, en 2016, le besoin est identifié, le poste de SNOP directeur est créé. En 2017, l'organisation et les processus sont définis et surtout un investissement en outils de planification, c'est le SAP IBP, est effectué et est étendu au BU. Et en 2018, c'est la première année du SNOP qui est un semi-échec. Qui est un semi-échec. Et en 2019, c'est la période de notre intervention commune avec Alain, se fait un reload, une refonte du SNOP. Les 3 points majeurs qui expliquent ce semi-échec, donc Alain en a parlé, vous avez l'engagement et l'alignement du comité de direction qui doivent être très forts, c'est déterminant, ce n'était pas assez le cas. Deuxièmement, le SNOP introduit, comme l'a dit également Alain, des conflits, mais aussi de la transparence, ce qui génère des oppositions. Et troisièmement, c'est un piège où les organisations peuvent facilement tomber, c'est d'avoir une approche trop outil, alors que les comportements sont fondamentaux. Alain l'a mis en exergue. Donc, le nouveau top management de Bell a très bien compris les erreurs du premier SNOP. Je pense qu'Alain y a fortement contribué. Donc, je vais vous présenter les éléments de cette refonte, de ce reload et du déploiement. Donc, le premier bloc, il illustre la condition numéro 1, qui est que le top management supporte et porte le SNOP, qui est érigé en une nouvelle façon de travailler. Donc, c'est bien au-delà du process supply ou même du process group. Le SNOP et ses principes, ils sont liés, petit problème, ils sont liés aux valeurs du groupe, qui sont pour le groupe Bell, l'audace, la bienveillance, respecter ses engagements. Donc c'est très fort et puis c'est très clair sur les attentes en termes de comportement. Donc, deuxièmement, les outils de pilotage du SNOP en BU. Alors, ce sont des outils qui sont très simples d'utilisation et de compréhension. Par tous, ils sont sur Excel et donc ils permettent de la transparence. On ne peut pas se cacher derrière de la complexité, on ne peut pas se cacher derrière beaucoup de données. En l'occurrence, là je vous présente le radar, c'est un élément qui est très simple comme vous le voyez, donc c'est 4 cadrans qui représentent les priorités de levier de croissance de l'entreprise. Donc les bulles, ce sont les initiatives. Leur taille, ce sont leur importance en termes de business. Ça peut être le volume, la marge, ça peut être le chiffre d'affaires. Et la couleur, là, leur vraisemblance de leur réalisation. Donc on comprend immédiatement, lorsqu'on est un DG et lorsqu'on n'est pas un DG, le manque d'initiative dans le cadran de gauche supérieur. Et par exemple, le risque qui est sur l'initiative qui est dans le cadran gauche inférieur. Et donc, illico, cela mène à des actions correctives. Donc, troisième bloc, la qualité du déploiement en filiale. C'est fondamental parce que c'est le moment d'engager les équipes et d'identifier les besoins et les carences à ce que ce SNOP fonctionne. Alors, bien entendu, on ne peut pas être dans une création de sièges et un kit de déploiement envoyé par mail, ça ne marche pas. Donc, Bell fait très bien. Donc, une roadmap définie avec, voilà, vous voyez, 15 clusters et pays déployés en un an, et avec une équipe senior, supply et finance, avec Alain, en globetrotter, qui est donc à opérer ce déploiement. Et quatrième, enfin, bloc, et on y reviendra un petit peu plus tard avec Alain, donc très important, vous avez 2 jours d'atelier où les équipes locales, et là c'est tout le monde, par exemple avec les RH également, qui vont passer par la théorie du SNOP, mais surtout par l'expérience, par le jeu, par la réflexion et la co-création de leur SNOP. Ils vont également appliquer leurs outils à leur business, à leur activité. Donc, ce sont 2 journées très intenses, mais qui sont clés. Alors, nous ne voulions pas vous présenter toutes les étapes du SNOP en détail. Vous avez contact si besoin. Donc, faisons un zoom sur la première qui est Drive the Growth. Nourrir et conduire la croissance, c'est un outil, avec un outil comme le radar, vous l'avez vu, mais il y en a d'autres. Et cette étape est entre les mains, et je vais prendre le mot ownership, ou et également empowerment, comme disait Alain, entre les mains du directeur marketing. Et vous voyez là
que l'on associe des comportements, qui challenger les orthodoxies, aux outils. Et ça sera ainsi de suite sur l'étape 2, qui est l'étape du demand planning, donc, où l'engagement à délivrer les objectifs est le comportement associé. Je vais passer rapidement sur 2 slides qui vont vous présenter la vue d'ensemble du SNOP chez Bell. Donc, le premier, c'est à l'échelle des business units donc en pays, donc le processus périodique avec une étape par semaine, hein, drive de growth, ensuite demand planning, le supply planning et l'integrated reconciliation, ce que Alain vous a montré en première partie. Donc, chaque étape nourrit l'autre, avec des rôles et des responsabilités bien définis. Et ensuite, donc, voilà, au niveau du groupe Bell, donc, vous avez le SNOP Group. Donc, à la fin de chaque cycle pays, les résultats des BU, les risques and opportunities, les problématiques, les appels à la décision sont remontés. Vous avez une business review qui est effectuée entre le top management et les pays pour mieux comprendre leur SNOP. Et ensuite, l'ensemble, les éléments sont remontés lors du SNOP Group pour des perspectives globales sur les résultats, quels sont les écarts, les risques et opportunités sont aussi agrégés, et donc les arbitrages et les décisions se font. Donc revenons sur un élément clé lors du déploiement de l'atelier pays, c'est le jeu. Donc je te repasse la main, Alain. Oui, Pierre, merci. Effectivement, ce qui est vraiment un facteur clé de succès dans le déploiement de Bell, comme l'a dit Pierre, c'est ces ateliers sur 2 jours. Et dans ces ateliers sur 2 jours, on démarrait en fait par le jeu Value Race, donc je vais vous dire 2 mots. Mais l'idée première, c'est l'apprentissage expérientiel. Qu'est-ce que dit l'apprentissage expérientiel? C'est de parcourir la boucle expérience, observation, conceptualisation, expérimentation. Et un des produits dérivés de l'apprentissage expérientiel, c'est le PDCA. Donc en fait, le Plan Do Check Act, c'est un outil d'apprentissage expérientiel. Et juste pour l'histoire, rappelons que c'est Deming qui est le père du PDCA, parce que tout simplement, Deming était un adepte de l'inventeur de l'apprentissage expérientiel. Donc, disons que dans ces ateliers, la construction pédagogique est en mode apprentissage expérientiel, ce qui veut dire que sur 2 jours, la première demi-journée, on ne parlait pas du tout de SNOP, de concept. On faisait jouer toutes les équipes, donc comité de direction et principalement comité de direction -1, observer qu'est-ce qui s'était passé dans le jeu pour extraire en quelque sorte ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pour pouvoir nourrir le lendemain des conversations autour du concept de SNOP et terminer la journée sur des cas pratiques. Pierre vous en dira quelques mots sur l'utilisation des outils. Donc le jeu là-dedans, Value. On a un petit problème de connexion, Alain. On a un problème de connexion. Value Race, c'est finalement une simulation de SNOP. Donc, lorsque vous jouez à Value Race, en Value Race, vous allez en faire toutes les erreurs que vous voulez, ça va être gratuit. Et comme ça va être gratuit, eh bien, vous allez apprendre gratuitement de ces erreurs pour pouvoir derrière comprendre là où vous avez commis ces erreurs et qu'est-ce que ça signifie dans la vie réelle. Et puisque c'est quand même un terme maintenant qui est devenu extrêmement populaire avec le vaccin, donc la notion d'ARN messager, je vois ça finalement aujourd'hui, le jeu Value Race, comme l'ARN messager qui permet de saisir
la nouvelle ADN de l'entreprise pour pouvoir la traduire au niveau du terrain. Et je pense que c'est l'élément clé de succès, mais pas que, parce que si je cite le patron de la supply chain du groupe Bell, qui était avec nous sur le terrain pendant la mise en place, Mohamed Zarioui, venant dans chaque pays, disait de façon très claire, je ne viens pas pour vous dire ce que vous avez à faire, je viens pour vous écouter, pour comprendre vos problèmes concrets sur le terrain et que l'on regarde, que l'on co-construise ensemble comment, grâce au SNOP, on va y arriver. Et les feedbacks que l'on a reçus, Pierre le développera un peu plus, vient finalement de cette approche d'écoute, je dirais, généreuse, et on peut voir le jeu simplement comme un moyen d'ouvrir finalement la conversation. Pierre, à toi. Voilà, merci Alain. En effet, et donc moi je voulais maintenant passer aux enseignements du déploiement du SNOP chez Bell. Hein, et donc, oui, tu l'as, Alain, tu l'as énoncé. Donc, pour mettre en place un SNOP qui marche, on commence par la conduite du changement et toute l'organisation est concernée, vraiment toute. Et l'outil de planification arrive après. Alors, il est indispensable de donner un sens au SNOP. Hein, c'est la question du pourquoi et derrière se trouve l'ambition du groupe ou du DG et le défi pour l'atteindre. Ensuite, il faut répondre au comment et au quoi faire, hein, qui sont liés aux écarts entre la situation actuelle et l'ambition. Et ce sont les collaborateurs qui vont construire leur propre transformation, hein, ce que vient de dire Alain. Nous avons déjà également évoqué la nécessité d'un engagement du top management. Il faut qu'il soit très fort, très visible et surtout permanent. Il faut être également très conscient qu'un SNOP groupe ne sera pas performant. C'est quand même la finalité d'avoir un SNOP groupe performant. Il ne le sera pas que si le SNOP fonctionne au niveau des BU. Donc, beaucoup de travail à faire et de façon locale. Et c'est à l'image de ce que Bell a fait. C'est un projet global qui a été appliqué localement. Là, je réfère aux spécificités pays qu'il faut prendre en compte. Et lors du déploiement, nous avions un déploiement qui était adapté à chaque pays en termes de business, mais également en termes de culture, en termes de background historique. Donc tout ça était pris en compte. Ce n'était pas la même chose de faire un déploiement en Algérie que de faire un déploiement, par exemple, aux États-Unis ou au Japon. Et bien entendu, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Alors, peut-être maintenant des enseignements encore un peu plus pratiques du déploiement du SNOP chez Bell. Donc, le SNOP, c'est un excellent révélateur des carences et des besoins d'une organisation. Donc, après chaque atelier que nous avions en comité plus restreint avec les top management de la business unit, nous prenions des décisions. Et bien sûr, d'abord concernant les hommes. Qui sera le leader SNOP, en cherchant un manager en T, qui intègre les autres acteurs. Le duo supply chain finance marche-t-il? On parle souvent dans les organisations du binôme marketing et vente, qui doit être en pleine synergie. Oui, mais pour un SNOP qui marche, le duo supply chain et finance, c'est clé. D'ailleurs, dans le groupe Bell, en ce moment, qui est dans son amélioration continue du SNOP, c'est un focus et le groupe va renforcer cette dimension. Alors, c'est une transformation, le SNOP, Alain l'a bien montré, et l'installation d'un SNOP performant se fait sur la durée et la pratique. Donc, il faut que le top management soit très conscient de ça. C'est également pour cela que ça fonctionne au groupe Bell, c'est que le top management en est très conscient que ça prend du temps et qu'il faut s'améliorer. Un autre point indispensable lorsqu'on fait un projet comme ça global et qu'on le déploie, il est indispensable d'avoir ce que j'appellerais en centrale un service après-vente. C'est-à-dire avoir des ressources pour accompagner les équipes locales dans leur cheminement,
dans leurs problèmes, pour animer la communauté SNOP. Et c'est clé parce que vous avez un risque d'essoufflement de cette transformation et il est bien entendu clé de ne pas avoir ce problème-là. Et d'ailleurs, Bell s'est trouvé confronté à ce besoin et a immédiatement réagi avec des task force constituées d'intervenants externes, mais également internes, pour aider plusieurs pays sur la partie demand planning. Et enfin, pratique, pratique et pratique. Hein, ce SNOP se fait chaque mois en s'améliorant. J'ai pratiqué le SNOP dernièrement lorsque j'étais directeur général en Grèce. Et en 4 mois, en partant d'à peu près 0, puisque le déploiement avait été fait en décembre, 4 mois après, on arrivait à un niveau qui était acceptable parce que c'était un focus de toute la boîte et on y allait petit à petit, outil par outil, en commençant par l'outil du radar. Les bénéfices du SNOP chez Bell, hein, pour arriver aux conclusions, alors c'est bien entendu la transformation. C'est la transformation de façon de travailler et de piloter les performances. Donc à l'échelle des BU, s'il y en a encore, le SNOP vient définitivement éliminer les silos, puisqu'il requiert une collaboration inconditionnelle, de l'alignement. Hein. Vous avez vu que chaque étape nourrit la suivante. Et si vous avez, Alain le dit souvent, du garbage in, le garbage stays. Et donc le garbage reste pour les mois suivants. Également, ce qui est clé, c'est que, et on le voit chez Bell, les équipes raisonnent maintenant en make it happen. C'est-à-dire que c'est un refus des écarts avec les objectifs, recherche de solutions, anticipation. Et également, ce que l'on voit, c'est que les business units, elles sortent de leur cadre budgétaire, elles ne sont pas le nez dessus, et ont une action à plus long terme, en utilisant, encore une fois, des outils comme le radar, qui sont excellents pour voir quelles sont vos carences en termes de levier de croissance sur le moyen et court terme. Alors pour le COMEX, évidemment, hein, le SNOP Group, il apporte cette transparence des compréhensions dans les performances pays. Quels pays sont en retard, quels pays ont des opportunités. Chez Bell, on voyait souvent, on a compris les problèmes de baseline qui étaient surévalués. Et donc, le fait est que le groupe, chaque mois, a des risques et des performances plus clairs, des risques et des opportunités qui sont beaucoup plus solides et qui permettent des anticipations et des arbitrages. Également des décisions CAPEX qui ont permis de limiter le CAPEX ou de le réallouer. Enfin, un point important, puisque c'est un point de contexte, le SNOP chez Bell, même, je dirais, en phase pas de rodage, mais en phase d'apprentissage et de développement, le SNOP a permis de très bien gérer la situation Covid avec une demande très volatile et forte. Et c'est donc un constat que l'on peut faire, c'est que le SNOP chez Bell, qui est toujours en transformation, comme je vous le disais, a donné des résultats très tangibles pour l'entreprise. Voilà, donc j'ai terminé avec mon témoignage. Je vais te repasser la main, Bertrand. Merci Pierre. Avant de passer à la phase de questions-réponses, je vous propose de répondre au deuxième sondage. 30 secondes, 45 secondes pour répondre à cette question. Selon vous, que faut-il améliorer en priorité dans votre SNOP actuel? Peut-être que ce que vous venez de voir dans les présentations de Pierre et Alain va pouvoir vous éclairer. Est-ce qu'on suit les réponses? Ok. Très bien. Alors, merci pour votre participation à ces deux sondages. Donc, pour le premier sondage, je crois qu'il y avait 3/4 de personnes qui ont répondu que le SNOP n'était pas prêt ou pas du tout. Voilà. Et 23% qui ont dit plutôt oui et 1% totalement.
Donc, ça veut dire que manifestement, il reste pas mal de chemin à faire. Et sur cette deuxième question, voilà, donc vos réponses, donc, on donne plutôt l'impression qu'il faut travailler sur le comportement et ça tombe bien, je pense que c'était le message important de Pierre et Alain. Est-ce que nos intervenants veulent répondre et intervenir par rapport aux résultats de ce sondage avant de passer aux questions du chat? Alain, tu es là? Je crois qu'Alain a disparu. Je suis à 100% d'accord avec ce sondage. J'ai même essayé de faire passer le message. Donc, les messages sont bien passés, on dirait. Oui, bah, ce qu'on voit, c'est que les comportements et le support de la direction, hein, ce qui est clé dans comme principe pour un SNOP qui fonctionne, et c'est également ce qui avait été le constat lors du premier SNOP du groupe Bell. Donc là, on retrouve ces constantes. Les 3/4 des SNOP qui étaient pas suffisamment ou pas du tout prêts pour affronter la crise Covid, c'est bien, ça fait du travail pour nous. Oui, tout à fait. Voilà. Bon. Alors, quelques questions du chat. Donc, une question de Guy Marc. Pourquoi investir dans un process ou un projet SNOP quand à la sortie de la crise Covid, l'urgence va être le court terme? En gros, la balance entre l'investissement long terme d'un projet comme ça versus l'urgence du court terme. Oui, ça, je peux répondre à cette question. Donc, le SNOP, justement, traite à la fois du court terme et du long terme. Et je reprends l'image du GPS. Mais plus stratégiquement, c'est ce qu'a dit Sun Tzu, donc le général chinois dans L'art de la guerre. En temps de paix prépare la guerre, en temps de guerre prépare la paix. Et il a tout dit en disant ça, parce que quand on interroge les dirigeants, en fait, ils disent tous, en particulier maintenant d'ailleurs, qu'ils ont le nez dans le guidon. Et en ayant le nez dans le guidon, en réalité, ils gèrent effectivement au plus pressé, mais ils ne préparent pas l'avenir. Donc, moi, je répondrai avec Sun Tzu. Pour construire sur ce que tu dis, Alain, moi, donc, j'ai été directeur général en Ukraine, un pays qui a vécu des multicrises, hein, géopolitiques, politiques, économiques, financières. Et c'est le SNOP qui nous a permis de sortir de cette situation VUCA très difficile à gérer. Donc avec un SNOP, donc le step 5, donc l'étape 5, où nous avions les données, les clés pour prendre les bonnes décisions. Nous avions même un double cycle en un mois, parce que la situation était tellement volatile, avec une hyperinflation, qu'il fallait être très très réactif. Et grâce à cet outil, nous avons pu, de façon efficace, surfer sur la crise. Avec d'ailleurs, Alain, peut-être voilà, cet effet un petit peu tête dans le guidon, et la préparation de la croissance aurait pu être encore mieux. Ouais, je voudrais juste dire un truc là-dessus, parce que finalement la question est vraiment importante. Mais moi, mon vécu, et j'espère ne pas être le seul, c'est que les esprits, je parle du moral des troupes, les esprits sont usés. Les gens sont usés jusqu'à la corde avec cette histoire de Covid. Et donc, il y a une aspiration très forte à reconstruire une forme d'avenir. Donc, moi, je pense qu'un dirigeant aujourd'hui qui est dans une logique, je caricature évidemment, tais-toi et rame, on a des problèmes opérationnels à régler, on bâtira l'avenir demain, pour moi, c'est suicidaire, tout simplement suicidaire, parce qu'il ou elle va tout simplement perdre ses troupes. Donc pour moi, c'est le point majeur aujourd'hui, c'est que le SNOP, créant finalement une dynamique pour lever les yeux, regarder au loin, contribue à redonner du sens et donc contribue à redonner du moral aux troupes, quoi.
Très bien, merci. Ensuite, mon avis. pas mal de questions sur les outils, la partie IT. Est-ce qu'on peut faire un SNOP, donc une question de Fabrice ou Yves par exemple. Est-ce qu'on peut faire un SNOP sans ERP? Quel type d'outils, de quel type d'outils il faut disposer au niveau, est-ce que c'est très complexe? Voilà, l'outil IT nécessaire. Est-ce que tu as vu ça, toi? Est-ce que tu as Oui, vu ça, toi, Alain, sans ERP? Moi, j'ai pas fait pas eu d'expérience. sans ERP, oui, bien sûr, oui, ça c'est assez fréquent pour les entreprises précisément qui n'ont pas de ERP. Donc la réponse est oui. C'est juste plus difficile par rapport au problème de l'intégrité des données dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, je pense qu'il faut positionner ça dans le temps, c'est-à-dire reconnaître une situation où il y a un déficit, mettons, de RP, mais démarrer avec moi ce que j'appelle les moyens du bord, puisque finalement l'idée c'est de changer les mentalités. Donc, pour ne pas les citer, j'ai eu le cas hier avec un client où le directeur général, ayant pris conscience de ce qu'on discute, a dit voilà, notre ERP n'arrivant que d'ici 1 an, préparons-nous pour la bonne utilisation de ce ERP, donc le SNOP comme moyen de changer les mentalités, parce qu'on sait que si on utilise un ERP avec la mauvaise mentalité ou la mauvaise compétence, c'est encore pire que pire. Mais ça n'est valable qu'un temps. C'est-à-dire, on ne peut pas pendant, je sais pas, 2-3 ans dire que l'ERP ou le système va arriver s'il y a vraiment des problèmes de traitement de l'information. Très bien. Ensuite, des questions, merci. Ensuite, des questions sur est-ce qu'on peut utiliser les process et les outils SNOP dans l'industrie du service et des PME? Ouais, alors là, par contre, c'est un sujet que je connais bien. Donc, la réponse est big time. Donc, en français, absolument. Alors, les PME, donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur les PME? Comme on a vu que c'était d'abord une affaire de mentalité, en fait, ce qui vaut pour une PME vaut évidemment pour un grand groupe. La clé, c'est la simplification. Parce que comme il y a quand même une forme de complexité dans le SNOP, faire un copier-coller de ce qui peut se faire en particulier dans un grand groupe n'a aucun sens, tout simplement pour un problème de moyens. Donc, au niveau d'une PME, la clé est dans la simplification. Et en ce qui concerne les services, en fait, dans les services, vous retrouvez du SNOP des services en réalité dans les entreprises industrielles. J'ai en souvenir un SNOP de la R&D où on avait fait un SNOP avec d'un côté ce qui s'appelle le portfolio management, donc qui peut être vu comme la demande en termes SNOP, et la partie opération étant assurée par ce qu'on appelle les plateformes, donc ceux qui précisément s'occupaient de la partie technologique. Et comme il y avait dans cette entreprise un problème de dialogue entre ces deux fonctions, on a utilisé en fait la méthode du SNOP. Alors, les usines étant entre guillemets le temps des ingénieurs et la demande étant tout simplement la demande du marché. Et ça marche super bien. Très bien, merci Alain. Ensuite, une question, alors ça a été un peu abordé, je crois, dans les enjeux auxquels était confronté le groupe Bell, mais comment fait-on pour convaincre le top management de rentrer sur des projets comme ça, avec quel type d'arguments, et comment est-ce que, par exemple, Bell a mesuré les gains apportés en termes de business après la mise en place de ces process et outils et comportements, etc. J'ai bien noté que ce n'était pas uniquement des outils. Et au sein du groupe, donc c'est le constat qui a fait tout de même naître cette urgence, et les personnes qui sont arrivées sont des gens qui ont été des convaincus par le SNOP. Donc, il n'y a pas vraiment eu, je pense, à convaincre le top management parce que ça s'imposait.
En termes ensuite en termes de gains, je vais dire comptables, et ça on le voit tous les jours dans les résultats opérationnels, que ce soit, j'allais dire, en termes de business, en termes de cash management, en termes de KPI supply. Donc, les résultats sont très tangibles. Puisque lors des SNOP Group, bien entendu, on revoit également toutes les KPI business et par exemple, donc le cash management est lié très fortement au SNOP. Très bien, merci. Ensuite, une question peut-être plus technique, mais je pense que quand on met en place un SNOP, on est tous confrontés à ce sujet. Jusqu'à quel niveau de granularité faut-il descendre quand on construit un process comme ça par rapport à son portefeuille de produits? Alors ça, je peux répondre. C'est un des facteurs clés de succès que j'ai donné tout à l'heure. Donc, c'est la notion de famille SNOP. Donc, je vais prendre un exemple du coup que j'ai pratiqué chez Air Liquide Welding, donc la division soudage de l'Air Liquide, où j'avais 100 000 codes articles à gérer, 100 000. Donc, avec des familles industrielles très disparates en fait. Donc, il va de soi qu'on ne peut même pas imaginer un SNOP avec 100 000 codes articles. Donc, la règle générale qu'on retrouve quand même fréquemment, c'est entre 10 et 20 familles. Et donc, par exemple, pour Air Liquide, on avait 15 familles SNOP. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est le SNOP, c'est le cockpit de l'avion. Donc, le SNOP est alimenté par le PDP, en particulier, le plan directeur de production, qui va descendre à un niveau granulaire un peu plus bas, mais pas encore au niveau code article, et le MRP qui, lui, du coup, par définition, est au niveau code article. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un SNOP, il n'est pas déconnecté du monde réel. Il est intégré avec MRP et PDP. Et donc, du coup, le point de vigilance que je donnerais, c'est quand on met en place un SNOP, de faire très attention à ce que j'appelle le SNOP PowerPoint. Et un SNOP PowerPoint, c'est un SNOP où sur PowerPoint, tout va bien, tout est merveilleux. Et quand on descend, je dirais, au fond de la cave, on s'aperçoit que c'est un autre monde. Et là, du coup, je me rappelle d'un exemple en Iran où il y avait ce problème. Et quand on est descendu avec le directeur supply chain au fond de la cave, on s'est aperçu en fait que tous les délais, et Dieu sait si les délais sont une notion à cause de l'embargo vital en Iran, tous les délais étaient faux en fait. Donc le SNOP, du coup, j'avais dit au directeur général qu'il avait un SNOP PowerPoint, quoi. Donc c'est ça le sujet, je pense. Ne pas avoir de SNOP PowerPoint. Je pense qu'on a… Merci Alain. On a peut-être encore pour une dernière question. Alors j'en groupe plusieurs questions de Pauline et Bernard autour des indicateurs. Quels sont les indicateurs clés d'un process SNOP pour mesurer son efficacité, ses performances, et en particulier avec le regard de comment casser les silos, faire des indicateurs qui cassent les silos, qui permettent de mesurer le fonctionnement global et transversal. Vous avez insisté sur ce côté, c'est une équipe. Je vais le prendre aussi celui-là parce que oui, peut-être. Oui, c'est la branche. En fait, c'est ce que l'entreprise a envie de prendre. Et là, du coup, je vais citer le cas Danone parce qu'il était, en tout cas, mémorable. Puisque quand Danone mettait en place son SNOP en steering committee, s'est posé précisément cette question. Et évidemment, chacun avait son opinion, mais celui qui a apporté la vision, c'est Dirk Van de Put, qui est aujourd'hui CEO de Mondelez, mais on avait la chance d'avoir Dirk, qui est un très grand dirigeant, comme président en fait du programme SNOP. Et il a dit avec sa force et sa simplicité, en fait pour moi c'est très simple, il était à l'époque président des Amériques. En fait, je constate que les pays qui ont le meilleur SNOP ont la meilleure vélocité business.
Donc, il a utilisé l'expression vélocité business. Et ce qu'il exprimait par là, c'est de mettre beaucoup d'activités sur le marché, innovation, promotion, et vite. Et quand on a fait un benchmarking entre les pays, on a vu qu'il y avait quand même un écart de 25% entre la moyenne et, on va dire, les meilleurs. Donc, la vélocité, c'est un exemple parmi d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est à chaque entreprise, ce que j'appelle son leading KPI, d'identifier un indicateur de performance qui va faire la différence. Mais il n'y a pas de one size fits all là-dessus, ça c'est clair et net. Bon, peut-être, allez, on va prendre une dernière question. Comment on gère les entreprises qui ont une très forte saisonnalité, par exemple? Quels sont les écueils et comment on intègre ce type de problématique dans un process SNOP? Bah pour moi, elle va rentrer naturellement dans le process, puisque la saisonnalité, elle va être, même si elle, voilà, elle va être concentrée sur plusieurs mois. Alors, il faut l'anticiper beaucoup, je pense, mais étant donné que le processus est mensuel, alors il peut être même hebdomadaire, c'est quelque chose qui est naturellement travaillé. On a la même saisonnalité dans les produits laitiers ou dans le fromage, avec beaucoup de lait en été et qu'il faut gérer. J'avais également ça en Ukraine. Donc, le SNOP permet justement de gérer des saisonnalités de demand ou supply. Alain, tu veux rajouter quelque chose, mais je pense que… Non, mais tu as dit l'essentiel. Je rajoute juste un élément, c'est de comprendre en fait le lien qu'il y a entre le produit, donc ses caractéristiques et la façon dont pensent les gens. Je cite toujours l'exemple que j'ai vécu dans le saumon fumé, où au 1er janvier, les gens parlent de Noël, au 31 mars, les gens parlent de Noël, en juillet, les gens parlent de Noël. Bref, les gens parlent de Noël tout le temps. Pourquoi? Parce que vous vendez l'essentiel de votre saumon fumé à l'époque de Noël. Et donc ça structure la pensée en fait. Et comme ça structure la pensée, ça structure le SNOP, alors que, évidemment, il faut regarder ça, mais pas que. En disant, bah, finalement, est-ce que c'est sain d'être dans un business où on est un peu, entre guillemets, aliéné par la saisonnalité? Et chez Best Foods, c'était très intéressant parce que j'ai connu cette époque-là, puisque Best Foods avait Knorr comme marque, donc comme dans le saumon fumé, on parlait hiver du matin au soir, si je puis dire, jusqu'à ce que l'on fasse l'acquisition de Le Sieur, donc les mayonnaises et les vinaigrettes qui étaient à contre-saison des soupes. Et c'est là qu'on a observé que nos comportements changeaient. Donc, c'est des aspects, donc, au-delà de ce que Pierre vient de donner, qui sont fondamentaux, c'est de bien comprendre comment on se comporte finalement, comment on est indexé par rapport à nos produits et qu'est-ce qu'on fait. Donc, est-ce qu'on dit OK, on va être les champions du monde de Noël, c'est tout à fait possible. Quand vous êtes dans des chocolatiers comme Mars, Ferrero ou Mondelez, la préparation de Pâques et la préparation de Noël, c'est une entreprise à part en fait. Donc ça c'est l'option, mais l'autre option c'est d'avoir une vision plus stratégique du portefeuille en disant bon, bah, est-ce qu'on ne peut pas finalement un peu l'équilibrer? Très bien. Écoutez, on va arrêter là pour les questions. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions du chat. Elles étaient très nombreuses. Merci de votre participation active pour tous les participants. Merci beaucoup, Alain et Pierre, pour cette préparation et cette présentation. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup.